bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie. 45 000 morts enregistrés, plus de 100 000 morts non enregistrés et 100 000 blessés. Ça, c'est le nombre de victimes dans la bande de Gaza depuis 1 an. Voici à quoi revient le fameux droit d'Israël à se défendre, que défendent nos gouvernements occidentaux qui nous répètent depuis des années qu'Israël est le seul véritable État démocratique au Moyen-Orient. Nos classes dirigeantes parlent un langage, vous l'aurez sûrement remarqué, parlent un langage très similaire au nôtre, mais avec une sémantique complètement différente. Le droit de se défendre doit être ici compris comme le droit d'Israël de massacrer des milliers de Palestiniens, et le terme d'État démocratique réfère ici à un État fondé sur le nettoyage ethnique. Il y a d'autres termes aussi qui portent à confusion dans notre société. La fameuse liberté d'expression, tant défendue par nos politiciens bourgeois, les médias et les universités, c'est un pilier de la démocratie. Depuis le 7 octobre 2023, qu'est-ce qu'on a vu? Une répression massive du mouvement palestinien sur tous les campus et une imposition du discours pro-sioniste sur toutes les tribunes. L'hypocrisie et le cynisme de la classe dirigeante est vraiment sans borne. Mais aujourd'hui, le mot « démocratie » est sur toutes les lèvres. Aux États-Unis, les démocrates, ils n'ont pas cessé de répéter « democracy, democracy », on protège la démocratie. C'est sûrement le mot préféré de Kamala Harris et de Sleepy Joe avant elle. Mais on sait que ce n'est pas le mot préféré de Donald Trump, parce qu'il l'a dit que son mot préféré, il dit « Pour moi, le plus beau mot du dictionnaire, c'est « tarif ». Mais on a vu ce que ça donne, d'ailleurs, les démocrates et la belle grande démocratie. Juste après avoir perdu les élections, Joe Biden donne le feu vert à Zelensky pour les missiles de longue portée, alors que Trump, on peut dire ce qu'on veut de Trump, mais il s'est fait élire à majorité, avait dit qu'il allait mettre fin au conflit. Mais là, c'est pas seulement aux États-Unis que le mot « démocratie » est sur toutes les lèvres. On entend beaucoup, depuis plusieurs années, dans les médias, l'idée qu'il y aurait une crise de la démocratie, qu'il faut ramener la confiance dans la démocratie. Même le pape a déclaré cet été que la démocratie est en crise. C'est quand même très drôle venant d'un chef non élu d'un pays. On présume que les voies de Dieu, si elles sont impénétrables, elles sont tout de même démocratiques. mais de quoi est-ce qu'il est question ici quand on parle de démocratie, de crise de la démocratie? Est-ce qu'on se plaint qu'il y a une augmentation de la violence policière dans la plupart des pays, qu'il y a une intensification de la militarisation en Europe ou en Amérique? Ou est-ce qu'on se plaint du fait que des droits démocratiques, ce qu'on pensait être des droits de base, comme avoir un toit pour se loger, deviennent de plus en plus menacés? Ouais. Est-ce qu'on parle du fait que les travailleurs ne sont pas du tout représentés dans l'arène politique parlementaire? Ou est-ce qu'on parle du fait que le droit de grève est de plus en plus bafoué? Ben non, je pense que vous l'aurez compris, c'est pas de ça dont les politiciens et les médias se plaignent. C'est complètement hypocrite, en fait. Au Canada, et je vais prendre un exemple que je connais bien, on a le gouvernement libéral de Justin Trudeau qui aime bien se présenter comme grand défenseur de la démocratie pendant qu'il laisse les Autochtones dans des conditions misérables, des conditions de tiers-mondistes. Il y a des réserves où ils n'ont toujours pas d'eau potable en 2024. Donc, essentiellement, ce dont les libéraux se plaignent, c'est pas qu'il y a une crise de la démocratie avec un grand D, c'est que les gens ont de moins en moins confiance dans l'establishment politique du capitalisme. Donc, il y a une crise de la démocratie bourgeoise. Pour vous donner une idée, on peut trouver des chiffres similaires, je pense, ou relativement similaires dans plusieurs pays, mais aux États-Unis, seulement 26% des gens ont confiance dans les tribunaux, 27% dans la présidence,
18% dans la presse et un maigre 8% des gens ont confiance dans le Congrès. Et quand on regarde ça, ben, quand on sait que 78% des Américains vivent d'un chèque de paye à l'autre, ben, on ne doit pas se surprendre de cette situation-là. Les conditions de vie de la classe ouvrière se détériorent et évidemment que ça affecte leur perspective sur le système politique. On peut aussi ajouter à ça des événements dans la dernière période, dans les dernières années, qui ont participé à cette perte de confiance. On peut... un événement important, c'est la décision de la Cour suprême américaine de revenir sur Roe v. Wade. Qu'est-ce que ça l'a montré? C'est que dans notre société, on a une gang de vieux monsieur non élus qui peuvent décider de ce que les femmes vont faire avec leur corps. Et avec ça, on voit que les droits qu'on pensait acquis se font attaquer. Avec le massacre à Gaza aussi, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on a vu la farce qu'est l'ONU, la farce qui est aussi la Cour pénale internationale et le fameux droit international, qui ont essentiellement rien fait. Pour de plus en plus de jeunes, de travailleurs, ils voient que l'État et l'establishment politique ne sont pas de leur bord. Ils voient que l'État n'est pas neutre. Et même, non seulement ils perdent la confiance, mais des fois, ils développent aussi une haine profonde envers les institutions du capitalisme. La démocratie, c'est supposé être un citoyen, un vote, mais c'est un secret de polichinelle que le capitalisme, ça signifie $1, un vote. Et donc, le vieux mythe de l'égalité des chances entre tous les citoyens a été brisé par le contraste saisissant que tout le monde voit entre la richesse et le luxe obscène pour une poignée de gens, et de l'autre côté, la pauvreté grandissante pour une majorité, même dans les nations les plus riches. Et donc, dans tout ce contexte-là, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit un effondrement du centre politique et avec ça, un déclin du libéralisme. En particulier chez les jeunes, vous en êtes témoins ici, on voit une radicalisation vers la gauche. Évidemment, de l'autre côté, on voit aussi une montée en popularité des discours des politiciens qui se présentent comme étant anti-establishment. Puis je pense que la défaite des démocrates aux États-Unis, c'est ça que ça représente. Des millions de travailleurs qui ont exprimé un rejet massif de l'establishment. C'était les élections américaines il n'y a pas très longtemps. 2024, ça a été aussi une année d'élections. Qu'est-ce qu'on a vu? On peut donner des exemples. Au Royaume-Uni, on a vu une cuisante défaite du parti qui était historiquement, on pourrait dire, le parti stable de la classe dirigeante européenne, le Parti conservateur. On a vu en France une énorme crise politique, une crise du régime profonde, et avec ça, la montée de la droite, la montée de l'extrême droite. On a aussi en Allemagne, on a vu des élections dans certains États avec la montée du parti d'extrême droite AfD, et aussi avec ça, l'effondrement du centre politique. Ici, la classe dirigeante et son establishment politique sont tant alarmés par cette crise de la démocratie, c'est parce que si l'apparence de neutralité de l'État tombe, c'est le masque de la classe dirigeante qui va tomber aussi. Parce que quand on remonte à ses origines, l'État a émergé de la société de classe comme un instrument politique pour asseoir et amplifier la domination matérielle, économique d'une classe sur une autre. Qui contrôle le système économique contrôle le pouvoir d'État. Sous le capitalisme, l'État, c'est un organe politique pour maintenir et perpétuer la domination des capitalistes sur la classe ouvrière. Et ça, c'est dans tous les pays, de la démocratie à la dictature. L'État a la même fonction. Comme Marx et Engels l'ont dit à leur époque, dans le manifeste du Parti communiste, le gouvernement moderne n'est qu'un comité qui gère les affaires communes de la classe bourgeoise tout entière. Et à ça, on peut ajouter aussi ce que Lénine va expliquer, que quand on enlève toutes les choses, tout ce qui n'est pas essentiel, quand on dépouille l'État de ce qui n'est pas essentiel, on se rend compte qu'en fin de compte, l'État, c'est un groupe d'hommes armés, en fait. L'armée, la police,
qui représente c'est un organe de répression d'une classe sur une autre. Donc, maintenant qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de nos sociétés démocratiques? J'entends des gens, peut-être pas dans la salle, mais il doit y avoir des gens à Genève qui se disent mais la démocratie parlementaire, me semble que c'est pas très oppressif, c'est pas une domination de classe. Peut-être pour commencer à un peu répondre à cette question-là, j'ai retrouvé une citation de Trotsky que je trouve assez intéressante dans une discussion sur le programme de transition en 1938. Trotsky nous dit « Le régime démocratique est le mode de gouvernement le plus aristocratique qui soit. Il n'est possible que pour une nation riche, chaque démocrate britannique a 9 ou 10 esclaves qui travaillent dans les colonies. La société grecque antique était une démocratie d'esclaves. Dans un certain sens, on peut dire la même chose de la démocratie britannique, de la Hollande, de la France, de la Belgique. Les États-Unis n'ont pas de colonie directe, mais ils ont l'Amérique latine et le monde entier est une sorte de colonie pour les États-Unis. Donc, notre belle démocratie repose sur quoi? Repose sur la domination impérialiste. Et en ce sens-là, dans le contexte d'intensification des tensions et des guerres impérialistes, on voit de plus en plus la nature de l'État être pleinement exposée. Pendant qu'on a des services publics qui s'effondrent, que les conditions de la classe ouvrière atteignent une situation critique, qu'est-ce qu'on voit? Nos gouvernements investissent des sommes gargantuesques dans la militarisation. Défendre les intérêts capitalistes sur la scène de l'impérialisme mondial, c'est ça leur priorité. C'est pas d'aider la population. Et cyniquement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est nos classes dirigeantes utiliser le couvert des droits démocratiques pour essentiellement étendre leurs tentacules dans un pays après l'autre, en les pillant, en les saccageant. Donc c'est ça notre démocratie, c'est sur ça que c'est basé. Mais par-delà de ça, je pense qu'il y a une myriade d'exemples dans les dernières années qui témoignent du caractère violent de l'État dans nos démocraties. La brutalité policière. Je pense que maintenant, c'est quelque chose qui est même plus remis en question, qu'il y a de la brutalité policière. On a vu le mort de George Floyd, le mouvement BLM qui s'est fait réprimer, mais on voit des exemples un peu partout dans un pays après l'autre. Mais n'empêche qu'on peut dire que dans des pays comme la Suisse, comme la Belgique, comme la France, comme le Canada, la classe ouvrière à la maison ne se fait pas réprimer au quotidien, ne subit pas la baïonnette à tous les jours. On a des droits et on peut voter. Mais je pense que c'est pour comprendre un peu c'est quoi le caractère de l'État capitaliste et de nos démocraties, je pense que c'est important de voir c'est quoi l'origine aussi de la démocratie moderne. D'où vient cette forme d'État? Ça tire son origine des révolutions bourgeoises. Au sein même de la société féodale, on va voir la bourgeoisie comme classe ascendante qui va se servir de la démocratie, des droits démocratiques comme une arme pour défendre ses intérêts dans la lutte contre l'aristocratie féodale. Par exemple, la bourgeoisie naissante réclamait le droit de publier ses opinions et ses revendications, et aussi d'organiser des réunions pour discuter et de protéger aussi ses représentants contre les sanctions arbitraires de l'establishment féodal. Elle va aussi lutter pour quoi? Pour la liberté de commerce, sans les contraintes tarifaires et territoriales qu'imposait le féodalisme. Donc, la classe bourgeoise va finir éventuellement par sanctifier sa domination au travers des révolutions comme en France, en Angleterre, aux États-Unis aussi. Donc, elle va procéder aussi à l'unification nationale pour assurer un commerce intérieur uni face à l'extérieur. Et elle va développer l'État et le droit bourgeois pour, évidemment, sanctifier la propriété privée et l'ordre capitaliste. Maintenant, à partir de là, tout le monde va être égaux devant le droit bourgeois. Qu'est-ce que ça signifie? Pour le bourgeois, ça signifie le droit d'exploiter le travailleur, et pour le travailleur, le droit d'aller se faire exploiter par le patron le plus offrant. Et ce qu'on va voir, c'est que la démocratie va être essentiellement réservée à la bourgeoisie. Mais bien sûr, ça va
et ça c'est un point important, ça va ouvrir une boîte de Pandore, parce qu'éventuellement, la classe capitaliste va être obligée d'étendre les droits démocratiques à la classe ouvrière, après que la classe ouvrière va avoir lutté pour obtenir ses droits, férocement d'ailleurs. Et donc, la classe dirigeante va être obligée de faire des concessions pour calmer la lutte des classes et éviter des révolutions. C'est un peu ça les origines de la démocratie qu'on connaît aujourd'hui. Mais malgré ça, on va aussi voir comment la bourgeoisie va utiliser cyniquement la démocratie à son avantage. Donc, dans les périodes de relative stabilité économique, comme on a vu dans les dernières décennies, les droits démocratiques, c'est comme une espèce de valve que va utiliser la classe dirigeante, une valve de sûreté, si on veut, pour relâcher certaines tensions dans la société, relâcher certaines pressions qui s'accumulent au sein de la société capitaliste. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a des élections, et là, ça permet ça fait en sorte que certains politiciens bourgeois vont être écartés du portrait. De l'autre côté, on va avoir des nouveaux qui vont être élus, mais tout ça, ça ne va pas perturber le fonctionnement de l'économie capitaliste. C'est très important, ça. Lénine, d'ailleurs, va dire, à cause de ça, il va dire « La République démocratique, c'est la meilleure forme politique possible du capitalisme. Le capital assoit son pouvoir si solidement, si sûrement, que celui-ci ne peut être ébranlé par aucun changement de personne, d'institution ou de parti dans la République démocratique bourgeoise. » Et donc, la démocratie, c'est très stable pour la classe dirigeante, mais c'est la démocratie des patrons, en dernière analyse. Puis ça, on peut le voir de multiples façons, sûrement que les camarades vont avoir plein d'exemples à donner, mais on le voit très simplement quand on regarde toutes les portes tournantes entre les sphères du gouvernement puis les entreprises, hein, des politiciens qui émergent, qui étaient avocats dans telle grosse entreprise, qui joignent en politique pour ensuite finir leur carrière politique, retourner dans la sphère privée. Mais on voit aussi, et ça c'est un point qui est assez important, on voit qu'il y a énormément de ministères, de départements, de comités dans l'appareil d'État de la plupart des pays capitalistes avancés. On voit vraiment plein de départements, plein d'organes qui servent précisément à faire avancer les intérêts des grandes entreprises. Des fois, je regarde la liste des ministères. Là, on entend à la télé tel ministre, le ministre du Développement économique. Là, après, tu as le ministre des Finances, le Conseil du Trésor, le ministre du Développement des Affaires, de je sais pas quoi. Et là, des fois, personne ne sait qu'est-ce qu'ils font vraiment. Mais si on regarde concrètement beaucoup des départements, des ministères dans nos sociétés, essentiellement, leur rôle, c'est d'aider les compagnies, surtout les grandes compagnies. Il y a beaucoup d'énergie qui est investie là, beaucoup plus, je pense, que dans le ministère de la Santé, ou en tout cas, comme moi je le vois au Québec, le ministère de la Santé, il n'y a personne qui gère ça vraiment. Je présume que ça ne doit pas être très différent en Suisse. Donc, on peut le voir de multiples façons à travers toute la bureaucratie de l'appareil d'État, comment, essentiellement, c'est un organe pour aider d'abord et avant tout la classe capitaliste. Et par-dessus ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit les élections. Ça, les élections, c'est le moment c'est le show là, de la démocratie. On voit les politiciens s'affairer à nous faire plein de promesses en l'air qu'ils ne vont jamais accomplir. Et on voit quoi? On voit les poignées de main, des beaux sourires. Et à la fin, il y a toujours un bébé qui finit dans les bras d'un politicien. C'est très important, ça nous donne une belle image. Hein? Il est bon avec les enfants, c'est un bon père de famille, il doit sûrement être un bon politicien. Mais essentiellement, c'est un gros show de boucan. Là. Depuis de plus en plus, je pense qu'on le voit, les campagnes électorales un peu partout, c'est énormément d'argent qui est investi là-dedans. Tu as toutes les organes, les firmes de relations publiques aussi qui sont impliquées pour aider les candidats à montrer une belle image. Et donc,
Marx disait que, ultimement, ce qu'on voit dans la démocratie parlementaire, c'est que les travailleurs doivent choisir le candidat qui les foulera aux pieds au Parlement. Puis je pense que les élections américaines, c'est vraiment le summum de ce cirque-là, là, je pense que vous le savez. Essentiellement, on a des millionnaires qui se présentent aux élections, financés par des milliardaires qui contrôlent les médias et la fameuse opinion publique. Et toujours un bébé à la fin. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut voir que dans les pays capitalistes avancés, la classe dirigeante a eu une longue période pour construire une machine étatique, une machine idéologique aussi très complexe pour gérer ses affaires. Je parlais des milliers de départements. C'est une grosse machine, là. Ça fait longtemps qu'ils préparent ça, ça fait longtemps que ça fonctionne. Et en période de stabilité, c'est beaucoup plus facile de dissimuler la vraie nature de l'État bourgeois, puis de gérer ses affaires, les affaires de la bourgeoisie dans les hautes sphères de l'État. Le point, c'est que tant que la classe capitaliste offrait un niveau de vie croissant et une certaine stabilité économique et sociale, bien, une majorité de gens ont accepté le système politique sans trop vraiment se poser de questions sur qu'est-ce qui se passe dans l'État, qu'est-ce qui se passe dans nos gouvernements. On accepte un peu l'État comme on accepte le toit au-dessus de notre tête, ou plutôt c'est quoi, c'est l'expression? Le ciel au-dessus de notre tête. En tout cas, je vais travailler mes expressions, ce sera pas long. C'est dimanche matin quand même. Et tout ce que je décris, la période de stabilité, tout ça, évidemment, c'est ce qu'on va voir avec le boom d'après-guerre, les fameuses 30 glorieuses. Donc, on a une période exceptionnelle de croissance économique qui va permettre de faire énormément de concessions à la classe ouvrière en lutte afin d'apaiser, d'acheter la paix des classes. Et je pensais, pour illustrer un peu ça, puis parler du caractère de l'État, j'ai pensé utiliser un exemple que je connais très bien, l'exemple du Québec, mais je pense qu'il illustre vraiment bien, en fait, toute cette conception de l'État qui va apparaître après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, au Québec, au début des années 60, on va voir ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Le Quiet Revolution, qu'est-ce qu'ils vont appeler ça. La Révolution tranquille, ça va être essentiellement mené par le Parti libéral. On va voir procéder une série de réformes importantes pour moderniser les infrastructures du Québec. Le gouvernement va intervenir massivement dans l'économie et la société, notamment en nationalisant l'hydroélectricité et aussi en créant plein de sociétés d'État. Et tout ça, c'était d'abord et avant tout pour assurer le développement d'une bourgeoisie québécoise. Ça a fonctionné, je peux vous le dire. Mais aussi dans le contexte où le mouvement ouvrier était très puissant, on va faire énormément de concessions aux travailleurs. On va arriver avec toute une série de normes pour encadrer le travail, les normes du travail et tout ça. Et à travers tout ça, on va voir le fameux mythe de l'État-providence qui va émerger. L'État est rendu un bon père de famille qui s'occupe de nous. Puis cette vision-là, elle va rester jusqu'à aujourd'hui. Les dirigeants réformistes et les dirigeants syndicaux au Québec parlent encore de ça. Des fois, j'ai l'impression qu'ils sont les seuls qui vivent encore dans cette époque où l'État fournissait beaucoup de concessions aux travailleurs, mais ça ne correspond plus du tout à la réalité. On parle encore ils présentent encore l'Assemblée nationale comme la maison du peuple. Avez-vous déjà vu le peuple dans une assemblée ou dans un parlement? En général, le peuple n'est pas là. Tu ne peux même pas t'habiller comme tu t'habilles en ce moment. D'ailleurs, il y a eu un gros scandale au Québec il y a quelques années parce qu'une députée de Québec solidaire, le parti de gauche, qui a décidé de s'habiller comme monsieur et madame tout le monde. Et ça a fait un gros scandale. On ne peut pas s'habiller comme des travailleurs à l'Assemblée nationale. Quand même, il y a un décorum. Mais je pense que ça nous montre aussi, dans des petites anecdotes comme ça, c'est quoi la vraie nature du Parlement. Mais bref, on a eu cette période-là, mais aujourd'hui, le mythe social-démocrate de la paix des classes est complètement brisé. À partir des années 70, on va voir que la crise organique du capitalisme va revenir et les décennies qui ont suivi vont amener les gouvernements à attaquer
les conditions de vie de la classe ouvrière. Et ça inclut aussi des gouvernements réformistes qui vont attaquer les travailleurs puis qui vont se voir complètement discrédités dans le processus. Puis depuis la crise de 2008, et même ensuite depuis la pandémie, ben, on assiste vraiment à une crise profonde du système capitaliste. Et ce qu'on voit vraiment, c'est que le contrat social d'après-guerre est définitivement brisé. Il y a une soif dans la société de solutions aux problèmes économiques et sociaux, puis on ne tolère plus le statu quo de l'establishment capitaliste. Je pense que c'est évident. Et tout ça, ben, ça l'amène, comme on sait, une polarisation, un effondrement du centre politique. C'est ce qu'on a vu avec les élections américaines. Alors que les démocrates ont brandi la menace que représentait Trump face à la démocratie, ben, la question de l'urne, ça a été la question économique. Les Américains ont voté essentiellement avec leur portefeuille. Ils font plus confiance à ceux qui se présentent comme les grands sauveurs démocrates, puis ensuite qui sont incapables de leur donner des conditions de vie décentes. Et je pense le point crucial ici, je pense qu'on doit retenir, c'est que la classe dirigeante est plus capable de gouverner comme avant. Et étant incapable de gouverner comme avant, ça se manifeste à travers aussi l'utilisation de l'État et du droit bourgeois. Dans la dernière période, on a vu, dans un contexte de regain de la lutte des classes, que les droits et libertés, ben, c'est devenu un handicap pour la classe capitaliste. Et la classe dirigeante a été forcée aussi de contourner les règles de la démocratie. Évidemment, il y a l'usage de la force directe, le recours aux bras armés de l'État pour réprimer les mouvements, brimer les droits des travailleurs. On a vu plein d'exemples. En ce moment, une séance sur la France. Je pense que la France est un bon exemple d'utilisation du bras armé de l'État. Mais aussi, ce qu'on a pu voir, c'est comment les gouvernements sortent de plus en plus du décorum de l'ordre bourgeois. La France, encore excellent exemple. Macron a eu recours à une exception dans la Constitution, à plus d'une reprise, mais entre autres pour imposer sa fameuse réforme des retraites. Et là, qu'est-ce qu'on a vu depuis les élections? Il a décidé essentiellement faire complètement fi du résultat des élections de cette année pour nommer comme premier ministre un membre du parti qui est arrivé 4e aux élections. Il y a évidemment beaucoup d'autres exemples comme ça ailleurs. Un exemple qu'on a, chez nous au Canada, qui est rendu un peu une espèce de blague, c'est le droit de grève. On a les fameuses, ou plutôt les infâmes, lois de retour au travail forcé qui essentiellement rend illégale la grève. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. On a de plus en plus les travailleurs d'un secteur de l'économie, par exemple les ports, travailleurs du port de Montréal, ils partent en grève, puis une semaine plus tard, le gouvernement impose une loi de retour au travail forcé, donc vous n'avez plus le droit de faire la grève. Si vous continuez la grève, vous allez avoir des amendes incroyables qui essentiellement vont menacer la survie du syndicat, et on impose un arbitre qui va imposer un contrat de travail, et qu'est-ce qui se passe en général? L'arbitre va prendre position en faveur du patronat. Ça, c'est un exemple, mais dans les dernières années, les lois spéciales de retour au travail, c'est rendu les lois normales. Et les attaques envers les droits des travailleurs sont constamment là, en fait. C'est rendu la nouvelle norme. C'était supposé historiquement être l'exception à la règle, mais là, ça l'est de moins en moins. Puis je pense qu'on peut sûrement trouver des exemples comme ça dans plusieurs pays, en fait, des attaques sur les droits et des recours à des exceptions dans la loi pour attaquer les conditions de vie de la classe ouvrière. Et par le passé, en fait, il faut voir que les gouvernements faisaient très attention à ça. Faisaient très attention à ne pas trop sortir des conventions, des règles ou des règles non écrites, parce que ça exposait beaucoup trop leur régime. Il y a un terme latin, mos maiorum, je ne sais pas si mon latin est excellent, vous m'en pardonnerez. Ce terme-là, en fait, je pense qu'elle exprime bien un peu toute la question des conventions, des règles non écrites. C'est un terme qui nous vient de la Rome antique.
je pense qu'il y a beaucoup de comparaisons qu'on peut faire avec le déclin de la société romaine et ce qu'on voit en ce moment. Puis essentiellement, c'est que en plus de toutes les règles écrites qu'on avait dans la République, il y avait aussi des règles non écrites qui assuraient la stabilité du système, qui était connu sous le nom de Mos Maiorum, qu'on peut approximativement traduire par coutumes ancestrales, quelque chose comme ça. Mais ces coutumes, en fait, c'était des coutumes entre les différents partis politiques qui maintenaient la lutte politique dans certaines normes, de sorte que le système dans son ensemble puisse être préservé. Puis ce qu'on a vu, c'est qu'au cours de les dernières crises de la République, ben, les acteurs politiques vont commencer à violer de plus en plus ces lois non écrites, et ça va aussi participer, ça va être un symptôme, mais aussi qui va participer à la chute de la société. Puis en ce moment, je pense que ce qu'on voit, c'est que le besoin de maintenir les intérêts capitalistes intacts, bien, ça force la classe dirigeante à exposer la vraie nature de la démocratie bourgeoise. Et ça, bien, ça participe en fait du déclin du libéralisme et du fait que les partis traditionnels de l'establishment se font discréditer. Et donc, dans ce contexte, on voit des figures populistes émerger qui vont encore moins suivre les règles. Aux États-Unis, l'establishment américain l'establishment capitaliste voulait absolument pas que Trump revienne au pouvoir. Pourquoi? C'est quelqu'un qui respecte absolument pas ces règles non écrites-là, qui respecte absolument pas le décorum. Il s'en fout complètement. On peut le voir en ce moment avec les nouvelles nominations. Il est en train de faire plein de nouvelles nominations, changer complètement ce qui se passe. On peut donner l'exemple de, comment il s'appelle, Robert Kennedy Jr., donc, qui a été un vaccino-sceptique, qui a été nommé secrétaire à la santé. Donc, on voit que c'est vraiment une joke, là. Qu'est-ce qui se passe? Puis tu as des gens qui disent « Oui, mais là, ça se peut pas, il peut pas faire ça. » Ben oui, il peut! C'est justement ça le point. Dans nos sociétés, dans l'appareil d'État, on a une majorité de gens dans les hautes sphères de l'État qui ne sont pas élus et qui ont beaucoup, beaucoup de pouvoir. Donc, on voit comment lui-même expose la nature de l'État capitaliste. D'ailleurs, je pense que la lutte de Trump contre le fameux Deep State là, dont il parle, ben, ça montre comment la classe dirigeante en ce moment est vraiment divisée, puis même que l'appareil d'État, ça devient, et ça va devenir potentiellement un terrain de lutte pour les représentants de la bourgeoisie. Et donc, aussi ce qu'on peut dire, ce que l'establishment politique ne peut pas pardonner à Trump, c'est qu'il expose vraiment le système. Il montre que l'État, c'est pas un organe neutre, c'est une dictature d'une minorité riche et puissante. Et peut-être le point le plus important, je pense qu'on l'a mentionné hier dans la séance sur les perspectives, c'est qu'il a mis de l'avant l'idée de la classe ouvrière. Et ça, si on veut parler de sortir des conventions, là, la classe ouvrière, il ne faut pas parler de ça. Non, ça n'existe pas, c'est la classe moyenne. Hein? La classe moyenne, c'est un terme fourre-tout qui veut dire tout le monde est dans la classe moyenne. Personne ne se pense super riche ou super pauvre. Fait que c'est un terme qui peut englober n'importe quoi, mais là, la classe ouvrière, mettre ça à l'ordre du jour, c'est dangereux, en fait. Et évidemment, Trump fait ça de manière très, très démagogique, mais n'empêche qu'il a ouvert une boîte de Pandore en remettant la classe ouvrière à l'ordre du jour, si on veut. Donc, c'est très dangereux pour l'establishment. Trump, il est imprévisible. Il fait des choses irrationnelles, complètement égoïstes. Et ça ébranle le temple. Mais en même temps, et c'est là où on peut voir la crise de l'establishment, la crise de la démocratie bourgeoise. En même temps, on a aussi vu l'establishment aux États-Unis sortir des conventions. Par exemple, le nombre incroyable, je ne sais même plus c'est combien, le nombre d'accusations qui ont été portées contre Trump, c'est incroyable. Ils se sont acharnés sur lui. Possiblement qu'il est coupable de la moitié des trucs, mais on n'a pas vu ça pour aucun autre ex-président. Ils se sont vraiment acharnés, ils sont sortis des conventions habituelles. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Ben, c'est que ça n'a pas fonctionné. Ça l'a juste aidé, en fait, le Trumpisme. Ça l'a créé encore plus de ressentiment envers l'establishment et l'État. Donc, on voit vraiment comment il y a un cercle vicieux pour la classe dirigeante.
son incapacité à gouverner comme avant, ça l'amène la montée de la droite populiste, ce qui frappe encore plus, qui participe encore plus à exposer le système, ce qui amène encore plus d'instabilité. Et je parle des États-Unis, mais il y a beaucoup d'autres exemples. On peut voir au Royaume-Uni, par exemple, les Boris Johnson, Nigel Farage et tous les autres bouffons qui ont challengé l'establishment conservateur. Ben, le résultat des dernières élections l'ont montré. Le Parti conservateur, tel qu'on le connaît, le parti de l'establishment capitaliste, je pense en Europe, le plus stable, du moins ce qui était le plus stable, s'est effondré, ou du moins sa version stable, modérée, s'est effondrée. Puis ce qui prend sa place, c'est le populisme de droite. Donc on peut dire que c'est les fous maintenant qui ont pris possession de l'asile. C'est ce qu'on voit dans ce cas-ci et un peu partout. Maintenant, la grande question, où est-ce que tout ça s'en va? C'est une crise de la démocratie bourgeoise, vers où ça s'en va? Et par curiosité, j'ai fait des petites recherches sur Internet pour voir qu'est-ce qu'on avait à proposer. Je suis tombée sur un essai qui a été écrit par les 2 gagnants de cette année le soi-disant prix Nobel d'économie, qui n'est pas vraiment un prix Nobel. Bref, les 2 gagnants du prix Nobel d'économie de cette année qui ont écrit un essai « Notre solution à la crise de la démocratie ». C'est quoi leur solution? Essentiellement, ils proposent un nouveau contrat social. Un nouveau contrat social. Parfait. Sur quelle base? Ils disent que ce nouveau contrat social devrait inclure plus de politiques pro-ouvrières et combiner la croissance économique, donc d'abord ça nous prend de la croissance économique, combiner la croissance économique avec une diminution des inégalités. Essentiellement, si je veux résumer, qu'est-ce qu'ils proposent? Ils proposent de construire une machine à voyager dans le temps. C'est pas mal ça qu'ils proposent, parce que c'est précisément ça le problème. Il n'y a plus de base pour que la classe dirigeante achète la paix des classes, pour créer ce fameux contrat social. Dans la prochaine période, vers où ça s'en va? On ne va pas retourner à un boom économique. On ne reviendra pas à la période de stabilité politique qu'on a vue après la Deuxième Guerre mondiale. La période qui s'ouvre devant nous, ça ne va pas ressembler à ça, mais ça va ressembler beaucoup plus à ce qu'on a vu dans les années 30 en particulier, avec notamment le retour en force du protectionnisme. On retourne à une période qu'on a connue dans les années 30, période dans laquelle on avait une intense lutte de classe. Les travailleurs faisaient face aussi, on peut dire, à la brutalité beaucoup plus directe de l'État. Du moins, la lutte des classes était beaucoup plus nue. Il y avait moins de masques légaux et démocrates autour de ça. La classe dirigeante ne respectait pas ses propres règles, mais aussi, justement, les travailleurs, eux, se laissaient pas complètement contraindre par la légalité bourgeoise. C'était aussi une période d'effervescence révolutionnaire. Donc, si on parle des années 30, peut-être que la question se pose, ou quelqu'un la pose à quelque part ici, est-ce que ça veut dire qu'on va retourner au fascisme? Ou est-ce que la dictature s'en vient? Du moins, c'est ça que les libéraux avancent. Hein? On le sait depuis la première élection de Trump, même avant que Trump se fasse élire en 2016, les libéraux n'arrêtaient pas de dire que Trump, c'était le fascisme incarné. Même la soi-disant gauche américaine, complètement soumise au discours démocrate, va aussi emboîter le pas pour dire que la dictature puis le fascisme s'en vient. Peut-être parenthèse ici, il y a un temps où George Bush était aussi considéré comme étant un fasciste. Mais ça, c'était bien sûr avant qu'il devienne BFF avec Michelle Obama. Mais le point, c'est que cette alarme-là que sonnent les libéraux, c'est évidemment, c'est complètement opportuniste, en fait. C'est de brandir l'alarme pour dire ensuite voter pour nous. Donc, Trump, oui, c'est une crapule réactionnaire. Et son discours est celui d'autres crapules réactionnaires qu'on voit un peu partout dans le monde entier, des crapules populistes qui émergent, bien, c'est sûr que ça participe à faire sortir de leur trou les différents groupes d'extrême droite. Mais Trump, fondamentalement,
mais tout ça, ça n'en fait pas d'un fasciste ou un Bonaparte émergent. Il y a définitivement des tendances autoritaires, je pense, peut-être même quelques tendances bonapartistes qu'on pourrait dire. Et je pense qu'avec le nouveau mandat maintenant, on va voir le Trumpisme sur les stéroïdes, avec beaucoup de confiance. Mais je pense, comme marxiste, c'est vraiment important qu'on ait une analyse sobre de la situation, qu'on doit absolument en fait aller par-delà les apparences et faire fi de toute l'hystérie médiatique qu'on voit. Peut-être pour commencer, on peut dire que si le passé n'est pas garant de l'avenir, on peut quand même dire que Trump s'est fait élire en 2016 et il n'a pas établi de dictature au cours de son premier mandat. Puis aussi, je pense que la classe dirigeante est profondément divisée sur Trump. Puis au sein de ce que Trump appelle le deep state, l'État profond, la vaste machine de la bureaucratie fédérale, y compris le Pentagone, qui est une énorme machine. Mais il y a une opposition assez farouche, on peut dire, aux politiques de Trump. Et c'est impossible qu'il puisse remplacer tout l'appareil d'État en claquant des doigts. Et donc, je pense que Trump au pouvoir, ça ne va pas être une machine dictatoriale, disciplinée, mais plutôt une administration remplie de nombreux égos, poursuivant des multiples agendas, souvent contradictoires, et se livrant à toutes sortes d'intrigues. Donc, je pense que c'est plus vers ça qu'on s'en va. D'ailleurs, Trump lui-même, c'est quelqu'un de complètement imprévisible qui peut changer d'idée en claquant des doigts. Mais si on regarde par-delà la situation immédiate, je pense qu'il faut aussi regarder le phénomène plus large. Ce que l'analyse marxiste nous permet de voir, c'est que ne devient pas dictateur qui le veut, surtout pas dictateur d'un pays aussi vaste et complexe. L'État et la nature de l'État, c'est relié absolument à la base économique de la société puis la lutte des classes. Dans les sociétés capitalistes, des dictatures, ce qu'on va appeler des régimes bonapartistes, ça peut apparaître quand la lutte des classes atteint un certain stade explosif pendant une période prolongée, puis sans qu'il y ait aucune des classes antagonistes qui soit capable de remporter une victoire décisive. Dans des situations comme ça, on peut voir que la bourgeoisie va laisser un homme fort prendre les rênes de l'appareil d'État pour calmer la situation, ramener de l'ordre, comme on veut. Donc, on voit souvent l'État qui va s'émerger au-dessus de la société, puis essayer de balancer entre les classes en présence. Dans la dernière période, on a vu des expressions très claires de la lutte des classes, une intensification de la lutte des classes sous forme de grève, campagne de syndicalisation, tout ça, des mouvements de masse. Mais je pense qu'il faut vraiment comprendre qu'il reste un long chemin encore à accomplir avant d'atteindre une situation pré-révolutionnaire et qui est une épreuve de force décisive. En fait, si on regarde où s'en va la société, c'est quoi le processus dans les dernières décennies, mais la classe ouvrière est à peine en train de redécouvrir ses traditions, redécouvrir la lutte des classes. Donc, on est encore loin de la situation qu'on a vue, par exemple, dans les années 30, où les contradictions ont été... D'ailleurs, dans les années 30, les contradictions ont été résolues de manière très rapide, en fait. Qu'est-ce qu'on a vu? Ça va être un scénario où on avait le fascisme d'un côté, ou le bonapartisme qui allait l'emporter, ou la révolution prolétarienne. La lutte des classes, c'est polarisé dans ces deux tendances pour la société. Et donc, c'est quelque chose qui est très dangereux pour la classe dirigeante. Je pense qu'ils ne sont pas prêts à aller aussi facilement dans cette voie-là de l'autoritarisme. Ça peut être un couteau à double tranchant pour eux, ça c'est clair. Et aussi, dans ce contexte-là, ce qui est très différent aussi du contexte actuel avec le contexte dans lequel on a vu émerger le fascisme, ce mouvement de masse de la petite bourgeoisie enragée, c'est en particulier, je pense, le point le plus important, c'est les rapports de force. Les rapports de force entre les classes qui ont beaucoup changé. Les réserves sociales de la réaction aujourd'hui sont beaucoup plus faibles qu'à l'époque.
Et le poids démographique de la classe ouvrière a largement augmenté. Et donc, je pense qu'on regarde tout ça, on peut voir que la bourgeoisie est incapable de s'en aller rapidement dans la voie de la réaction ouverte. Puis je pense qu'il va être difficile pour elle d'aller dans cette voie-là dans la prochaine période. Donc je pense que c'est quand même un point qui est important. Et donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec cette crise de la démocratie bourgeoise? Ben, la classe dirigeante, je pense, a ouvert une brèche pour la classe ouvrière. Si les dirigeants se montrent de moins en moins, suivent de moins en moins leurs propres règles, je pense que ça ne sera pas long avant que des travailleurs se disent pourquoi nous, on devrait suivre ces règles-là dans ce cas-ci? Puis je pense, les communistes, c'est quoi nos tâches à nous? Il faut qu'on s'appuie sur ça, en fait. Il faut qu'on puisse pointer sur l'hypocrisie de nos gouvernements qui demandent aux travailleurs de respecter les règles qu'ils ne respectent pas, puis de lier ça à la nécessité de renverser l'ordre bourgeois. Puis je pense qu'on doit aussi expliquer qu'on peut absolument pas faire confiance aux libéraux pour lutter contre l'extrême droite et résoudre la crise. Et que, ultimement, c'est seule la classe ouvrière armée d'un vrai programme anti-establishment, c'est-à-dire un programme révolutionnaire communiste qui pourra mener une lutte décisive contre la droite et contre tout le système capitaliste. Et ultimement, tant qu'on vivra dans une société fondée sur la domination de classe, tant qu'on vivra sous le capitalisme, il n'y en aura pas de vraie démocratie. Je pense que ça, il faut vraiment l'expliquer et le montrer. Maintenant, j'aimerais faire peut-être une petite mise en garde sur cette question-là. Quand on parle de la question de la démocratie, tout ça, on critique la démocratie, on ne veut pas notre démocratie, blablabla. Il y a un danger de développer, je pense, des conclusions ultra-gauches sur cet enjeu-là, puis de penser que la lutte pour les droits démocratiques, c'est pas important. Et je pense qu'il faut faire attention avec ça, puis on peut lier ça à la lutte plus large pour les réformes. Même si on défend que pour assurer des vraies réformes durables, il faut renverser le capitalisme, ça reste que les communistes, on rejette absolument pas la lutte pour les réformes et la lutte contre les contre-réformes. La lutte pour les améliorations sur le capitalisme, c'est important parce que ça donne confiance à la classe ouvrière, ça lui permet de prendre de l'expérience dans la lutte des classes, puis ultimement, ça la prépare à la lutte contre le capitalisme lui-même. Et donc, ce qu'on voit, c'est que dans un contexte de crise comme en ce moment, les droits des travailleurs sont de plus en plus attaqués. On peut prendre un exemple, je pense, qui est très important, c'est les attaques sur l'avortement. Cet enjeu-là, ça devient un point important de la lutte des classes. Il y a des gens qui se radicalisent à travers cette question-là. Parce que l'accès à l'avortement, c'est aussi relié à l'accès aux soins de santé. Ça amène aussi la discussion sur mais pourquoi les femmes se font avorter d'abord et avant tout? Puis dans bien des cas, c'est parce que c'est la misère économique, en fait, qui ne leur permet pas d'avoir des enfants. Donc, regardez tout ce qui se cache sous cet enjeu-là, la question du droit à l'avortement. Et donc, je pense qu'on ne peut pas être formaliste puis penser que la lutte pour les droits démocratiques n'est pas reliée aux luttes économiques pour les réformes. Donc, je pense que tout ça, c'est inclus dans la lutte générale de la classe ouvrière pour son émancipation. Et on a déjà vu dans l'histoire comment cette lutte démocratique peut devenir une lutte révolutionnaire. Le meilleur exemple qu'on peut prendre, c'est sûrement le mouvement chartiste au 19e siècle en Angleterre. À la base, c'était un mouvement pour la charte du peuple, donc une série de demandes démocratiques, mais ça a pris des proportions révolutionnaires quand la classe ouvrière s'est appropriée de ces demandes-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la tâche des communistes, c'est d'être ceux qui se portent le plus férocement à la défense des droits démocratiques. On est ceux qui défendent véritablement les droits des travailleurs. Et ça veut dire quoi, ça, pour nous? Ça veut d'abord dire qu'on ne lutte pas pour des droits dans l'abstrait. Ça, c'est ce que font les libéraux. Ils luttent pour des droits dans l'abstrait, ce qui leur permet de rien faire concrètement. Voire même des fois attaquer ces droits-là concrètement. Et donc pour nous, par exemple, on pense au droit à l'avortement, ça amène toute une série de demandes connexes
pour améliorer l'accès aux soins de santé, des réformes pour aider les familles, parce que c'est quoi le droit à l'avortement si les travailleurs n'ont pas accès à des soins de qualité? Et également, je pense qu'on doit aussi lier ça à la nécessité de lutter contre la classe capitaliste. C'est elle qui attaque nos droits, et pointer vers la conclusion inévitable que si on veut que nos droits soient garantis, il faut s'attaquer au pouvoir de la classe capitaliste. Par exemple, si on veut vraiment défendre la liberté d'expression, il va falloir exproprier la minorité qui possède les grands médias. Si on veut assurer le droit à tous de vivre dans la dignité, avec un toit sur la tête, il va falloir éventuellement exproprier les propriétaires fonciers parasitaires. Et donc, je pense qu'on doit montrer que la seule façon de défendre nos droits, en dernière analyse, c'est au travers des demandes socialistes. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on peut montrer qu'on est les seuls qui veulent vraiment lutter, les seuls qui sont les plus conséquents dans la défense des droits des travailleurs. Je pense que c'est comme ça qu'on doit présenter les choses, puis c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette à l'avant-plan de ces luttes-là. Pour terminer, parce que là, le temps file, puis Yvan n'est pas content, ou il ne sera pas content, je pense que la crise actuelle, c'est une crise économique, politique, mais aussi cette question-là plus large de l'État, ça montre aussi la décadence morale, je pense, du système capitaliste, très similaire aussi à la décadence morale de la société romaine il y a 2000 ans. On a des politiciens qui n'ont aucun problème à mentir sur la place publique, à répétition. On voit des scandales après scandales au Parlement ou dans la police ou dans d'autres institutions, la corruption, des agressions sexuelles, du chantage, etc. Puis, on a vu aussi la sénilité du système capitaliste à travers toute la saga entourant Joe Biden, puis le fait qu'on n'a pas meilleur candidat de l'establishment qu'un fou puis un monsieur un peu sénile. Mais je pense, si on regarde, on a vu ça aussi dans la romantique, ce genre de situation-là, des politiciens de plus en plus loufoques, mais je pense, si la société romaine a fini par s'effondrer après une longue période de déclin, de paralysie dans la lutte des classes, aujourd'hui, les choses sont différentes. Aujourd'hui, on peut renverser ce système pourri. Aujourd'hui, alors que les contradictions de classe se creusent, nous, les communistes, on doit déclarer la guerre implacable contre le système et ses institutions. Et si le populisme de droite est en montée, ça ne signifie pas que la classe ouvrière va se laisser emmener vers l'agonie sans riposter. Au contraire. Parce que la polarisation actuelle, je pense qu'il faut le voir que c'est d'abord et avant tout vers la gauche que ça se passe. Et essentiellement, c'est parce qu'il n'y a pas de véritable solution de rechange révolutionnaire qui est offerte aux travailleurs que des imposteurs comme Trump peuvent émerger et se présenter en défenseurs de la classe ouvrière. Mais Trump, il promet beaucoup de choses. Il a promis la mer, le ciel, la terre, il a tout promis. Une chose et son contraire. La réalité, c'est qu'il ne va pas satisfaire les promesses. Au contraire, et éventuellement, la colère qui a amené les gens vers la droite, je pense, elle va se retourner de l'autre côté. Et tôt ou tard, le pendule va aller dans l'autre direction. Donc, je pense qu'avec ça, vous savez ce que ça signifie pour nous. On doit se préparer, camarades. On doit grandir nos forces et se préparer à intervenir dans la prochaine période, gagner la classe ouvrière à nos idées et ainsi commencer le vrai travail de construction d'une vraie démocratie, le socialisme. Merci. Notre chambre